Avril 2026, le Sénégal pompe son pétrole et l'argent afflue. 8 millions de dollars chaque jour. Un mois plus tard, le 22 mai, le gouvernement saute. Le président limoge son premier ministre. Comment un pays qui s'enrichit bascule au même moment dans la tourmente politique? Pour de comprendre, il faut oublier les deux récits habituels, la malédiction pétrolière ou le miracle de la souveraineté. La vérité est plus froide et plus précise. Ces deux récits, on les entend partout. D'un côté, des multinationales qui pompent et repartent. De l'autre, une nation qui reprend enfin son destin en main. Mais la réalité se joue ailleurs, dans des détails qu'on ne montre jamais. Et le Sénégal est en train de les tester en direct. Première chose à comprendre, le Sénégal n'a pas trouvé un gisement. Il en a trouvé 3. Le premier s'appelle Sangomar, du pétrole brut au large de Dakar. Il est exploité par l'Australien Woodside Energy. À ses côtés, Petrosen, la compagnie nationale, détient 18% du projet. Le deuxième, c'est GTA, un champ de gaz posé sur la frontière avec la Mauritanie, opéré par le Britannique BP. Depuis 2025, il produit. Les premières cargaisons sont parties vers l'Europe et l'Asie, des clients qui cherchent à remplacer le gaz russe depuis la guerre en Ukraine. En quelques mois, le Sénégal cesse d'être un candidat, il devient un fournisseur. Et il y a un troisième champ, Yakar-Teranga, du gaz, lui aussi, encore offshore. Mais personne n'a décidé comment il sera exploité. Il attend, et plusieurs capitales le regardent. On y reviendra, c'est lui qui réserve la plus grosse surprise. Reste la vraie question, sur tout cet argent, combien reste au Sénégal? Le gouvernement affirme toucher environ 60% des revenus, participation, taxes, royalties compris. 60%, c'est la moyenne des pays producteurs émergents. Ni un scandale, ni un jackpot. Sauf que ce chiffre ne dit rien sur ce qui décide vraiment du résultat. Avant de juger le Sénégal, regardons 3 pays qui sont passés par là. La Norvège découvre son pétrole en 1969. Et elle fait un choix. Elle enferme l'argent dans un fonds souverain, une caisse réservée qu'on ne touche pas pour des dépenses courantes. Aujourd'hui, ce fonds vaut 1500 milliards de dollars. Près de 280 000 dollars par habitant. Le Congo-Brazzaville découvre son pétrole à la même époque. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus endettés d'Afrique, avec une population parmi les plus pauvres du continent. Le Botswana, lui, fait comme la Norvège, mais avec ses diamants dès 1966. Partir de rien, bâtir des institutions, devenir l'un des pays les plus stables du continent. Même ressources, presque la même époque. 3 destins radicalement différents. Ce qui a tout décidé, ce n'est pas la ressource, ce sont les règles. Et au Sénégal, ces règles se jouent en ce moment même, sur 3 terrains. Le premier, c'est le contrat lui-même. L'État dit toucher 60%, mais c'est une estimation. La réalité, elle, est écrite dans des contrats, qui décident comment les profits se partagent entre l'État et les compagnies étrangères. Et ces contrats ne sont pas tous publics. Dès son arrivée, le pouvoir a promis d'y revenir. Les rééquilibrer, disait le Premier ministre Sonko, dans l'intérêt national. En ce moment même, Woodside et l'État sénégalais négocient âprement le calcul de l'impôt. La compagnie veut d'abord récupérer ses milliards d'infrastructures avant de partager. C'est exactement ce genre de bras de fer qui révèle si les règles tiennent ou pas. Mais le terrain le plus piégeux n'est pas là. Il est dans la dette. Le Sénégal a créé son fonds souverain, on l'appelle le fonds 6, une caisse réservée aux revenus du pétrole, verrouillée avant même le premier baril. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà le piège. La dette publique du pays atteint 132% de toute la richesse qu'il produit en un an. Rembourser cette dette étouffe déjà le budget, alors la tentation devient énorme. Piocher dans l'argent du pétrole pour payer les factures d'aujourd'hui. Le FMI, le Fonds monétaire international, tire la sonnette d'alarme. Parce que les règles qui protègent le fonds 6 sont plus souples que celles de la Norvège. Un fonds qu'on peut vider ne protège plus rien. Reste le dernier terrain, et celui-là, il se joue loin de Dakar. Souvenez-vous du troisième champ, Yakar-Teranga.
celui qui attendait. Il est déjà sous contrat entre l'américain Cosmos, BP et Petrosen. Mais la décision finale d'investir n'est pas prise. Le champ attend toujours. Et pendant ce temps, on regarde qui paiera son développement. Des discussions avec des entreprises chinoises ont été rapportées. Rien de signé, mais Pékin observe. Pourquoi ça compte ? Parce que l'Europe, sous pression climatique, ralentit ses investissements dans le gaz. Si les Occidentaux reculent sur Yakaar-Teranga, une question se posera très vite. Qui prend leur place ? Et à quel prix ? Voilà où en est le Sénégal. En à peine 10 mois, un pays passé de zéro à exportateur de pétrole et de gaz. Et les chiffres tombent. Rien qu'en mai 2026, Sangomar a expédié près de 3 millions de barils. Le champ gazier, lui, en est déjà à sa 11e cargaison. L'argent coule, vraiment. Il y a de vrais garde-fous. Le Fonds 6, l'ITIE, l'organisme international qui force les États à publier leurs revenus pétroliers. Et une loi qui oblige les compagnies à former et recruter des Sénégalais sur place. Mais il y a aussi de vraies fragilités. Une dette lourde, des contrats encore opaques, un troisième champ dont l'avenir dépend de qui s'assoira à la table. La Norvège et le Botswana n'ont pas réussi par chance. Ils ont écrit leurs règles au moment précis où l'argent n'était pas encore arrivé. C'est le moment le plus dur pour le faire, et le seul où c'est encore possible. Le Sénégal est exactement dans ce moment-là, maintenant. Revenons à ce qu'on disait tout au début. Un pays qui devient riche et un gouvernement qui saute, la même année. Maintenant, on peut relier les deux. D'un côté, la machine ne s'arrête plus. Les cargaisons partent, le pays vise déjà plus de 100 000 barils par jour. La production, elle, ne discute pas. De l'autre côté, le pouvoir, lui, se fissure. En mai 2026, le président Faye limoge son premier ministre, Ousmane Sonko, l'homme qui l'avait porté jusqu'au sommet. Et quelques jours plus tard, Sonko rebondit, élu président de l'Assemblée nationale. Limogé d'un côté, plus puissant de l'autre. Le pétrole n'a pas créé cette fracture à lui seul, mais il a tout changé. Il a posé une richesse immense sur la table, et avec elle, la question qui divise vraiment ce pouvoir. Au nom de qui faut-il la gouverner ? Le Sénégal essaie de répondre sans casser ses institutions. Mais juste à côté, 3 pays ont choisi la rupture, bien plus brutale. Le Mali, le Burkina, le Niger. Ils ont chassé leurs anciens partenaires au nom de la souveraineté. C'est cette histoire-là qu'on raconte dans la prochaine vidéo. Si celle-ci vous a appris quelque chose, abonnez-vous. C'est ce qui nous permet de continuer à creuser ces sujets. À très vite.